Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Peut-être, la fin de semaine qui s'en vient, peut-être que vous avez l'intention, pendant la fin de semaine, d'aller faire un petit tour à la SAQ, peut-être même dès aujourd'hui pour votre vendredi. Alors, il y a quelque temps, quand il y avait des moyennes pressions à la Société des alcools du Québec, vous vous souvenez, toutes les succursales, sans exception, étaient vraiment placardé d'étiquettes pour faire pression sur, évidemment, pour nous sensibiliser, nous, les consommateurs, les citoyens, les contribuables, mais aussi pour faire pression, évidemment, sur le gouvernement et donc la direction de la SAQ dans le cadre de ces négociations syndicales-là. Maintenant que c'est réglé, il faut les enlever, ces autocollants-là. Et selon nos collègues du journal Le Soleil, ça coûte, en tout cas, plus de 60 000 $. Donc, on a Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il avait écrit un livre sur la Société des alcools. Il va être là dans quelques instants pour nous parler justement de, quand les syndiqués font ce genre de décision-là, quel genre d'impact ça peut avoir au point de vue monétaire. Donc, un peu plus tard dans l'émission, il y aura Éric Duhem. Bonjour, Cybèle Olivier, journaliste à La Recherche et alter ego. Tout à fait. Il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, je suis en train d'essayer de travailler mon micro, faire en sorte de pouvoir le repluguer. Alors, c'est ça que je vais le rebrancher. Mais voilà. C'est drôle parce que t'as l'air d'une vedette rock. Tu sais, des fois, les vedettes rock, ils arrivent sur scène, là, puis ils sont là avec leur micro, puis là, ils sont là, ils disent « Bonjour, Montréal! » Bonjour, Sophie! Je vais vous parler avec le meilleur français que j'ai devant moi. Non, mais trêve de plaisanterie, Sophie. T'en as parlé. Stéphanie en a glissé un petit mot aussi avant l'émission. Je veux vous inviter à la maison à nous écrire aussi aujourd'hui pour avoir vos témoignages, parce que tu vas revenir avec un organisme de soutien aux proches aidants en oncologie sur cette histoire de Madame Evrel qui disait « Moi, quand je vais faire des soins en oncologie, j'ai envie d'être accompagnée. » Mais là, on a découvert depuis le début de la semaine que c'est pas partout que les patients peuvent être accompagnés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est absolument épouvantable. Les pires moments de notre vie, on veut être accompagné. Alors, je vous invite à la maison à nous écrire, à m'écrire. Je vais vous lire pour me dire si ça vous est déjà arrivé, s'il y a un proche aussi dans votre famille à qui c'est arrivé que vous n'avez pas pu être accompagné à l'hôpital. On veut savoir quels hôpitaux. On sait que Santé Québec est en train de faire le tour depuis le début de la semaine, mais écrivez-nous 1-877-827-2346. Je vais prendre vos textos et vous lire plus tard dans l'émission. Merci. Tu sais, moi, je l'ai vécu il y a quelque temps. Évidemment, j'ai été proche aidante de Richard pendant tous ses rendez-vous au CHUM, où il a été très bien traité. Et je peux pas imaginer comment Richard aurait passé à travers tout ça si j'avais pas pu l'accompagner. Donc, nous, on a été chanceux. C'était possible, en fait, de l'accompagner au CHUM, mais ça n'est pas le cas dans tous les hôpitaux et ça n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, on va y revenir plus tard dans l'émission. Donc, oui, on veut vous entendre là-dessus. Tout à l'heure, je te parlais de ton micro, que tu l'ajustais comme quelqu'un qui fait un spectacle à Montréal. Est-ce que justement cette décision de la ville de Montréal d'empêcher les locations Airbnb à part pendant l'été, est-ce que ça peut avoir un impact sur les multiples événements culturels qu'il y a à Montréal chaque année? On va en parler avec Manuela Goya. Elle est vice-présidente développement de la destination et affaires publiques chez Tourisme Montréal. Madame Goya, bonjour. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. C'est un plaisir de vous rencontrer. Donc, quand on a appris cette décision-là de Valérie Plante, quelle a été votre réaction à Tourisme Montréal? Mais nous avons pris acte de nouveaux règlements. Nous pensions que déjà la loi promulguée par Québec allait quand même faire la place belle aux résidences conformes. Il semble que c'est pas le cas, mais c'est sûr que le marché un peu partout dans le monde, dans d'autres métropoles, il y a toujours un marché parallèle qui se développe.
Donc, depuis 2021, déjà, nous avons eu un grand ménage, mais il semblerait, la Ville de Montréal a la possibilité de faire ces règlements. Il semblerait que c'est pas le cas. Alors, on est très vigilants. Nous sommes particulièrement préoccupés par le taux de remplacement. Est-ce que les hôtels de Montréal pourraient, qui sont très bien d'ailleurs, qui ont une belle offre, pourraient absorber le manque de Airbnb? C'est à voir. Donc, on est vigilant, on est sur tous les fronts pour voir si l'attractivité de Montréal est toujours de mise, parce que nous avons habitué nos touristes à l'ouverture puis au rayonnement de Montréal qui offrait quand même des hébergements diversifiés. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, après l'annonce de Valérie Plante, la ministre responsable du tourisme, Caroline Proulx, lui a réagi en disant que c'était pas une bonne idée parce qu'elle a accusé en fait la mairesse de chercher un coupable à sa propre inaction en termes de logement, et surtout elle a laissé entendre, la ministre du tourisme, que ça allait porter atteinte à la réputation de Montréal sur la scène internationale en tant que ville accueillante, que ville ouverte, que ville où il fait bon être un touriste. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de la ministre du Tourisme? Dans un premier temps, oui. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est toujours le lot des changements de réglementation, des nouveaux règlements et tout ça, c'est partout pareil. Notamment à Barcelone, ils pensent abolir complètement les logements de type Airbnb, pardonnez-moi, en fait tout ce qui vient avec Airbnb, oui. Il y a d'autres bookings et ainsi de suite en 2029. Également Amsterdam, c'est juste 30 jours. Nous, ça va être 92 jours, mais Amsterdam, c'est juste 30 jours. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui sièdent à chaque situation, à chaque métropole. Chez nous, il semble que c'est le cas à Montréal. Dans un premier temps, donc, pour répondre à votre question, oui, la réputation peut en souffrir. Maintenant, il faut, puis on travaille beaucoup, puis on va travailler. Je salue la mairesse qui nous a tendu la main pour travailler dans un comité permanent à la ville pour voir en toute transparence et vigilance comment ça va être appliqué et quelle est tout de suite en temps réel et utile la réaction des touristes. Parce que Madame Desrochers, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour développer, par exemple, l'hiver. Oui, l'hiver à Montréal. Voilà. C'est ça. Mais même les Montréalais, nous sommes un peu réticents à sortir, mais depuis 3 ou 4 ans, nous avons des taux très intéressants d'augmentation pour justement décembre, janvier, février. Igloo Fest bat son plein. Montréal en lumière va être là. Ben oui. Donc il faut espérer. Peut-être on va avoir des pertes. Mais tout se calcule dans notre beau monde. Et nous avons quand même une destination très résiliente et bienveillante en bout de ligne. Mais tout se calcule. Mais c'est ça notre contrainte maintenant, voir comment le tourisme va réagir. Oui, en plus, mais en même temps, excusez-moi de vous interrompre, mais vous l'avez dit, c'est qu'en effet, on l'a remarqué au cours des dernières années, Montréal a beaucoup misé sur le tourisme d'hiver. Donc, je trouve que c'est un petit peu contradictoire parce que d'un côté de la bouche, on dit aux touristes internationaux, hey, venez à Montréal en plein hiver parce qu'on a plein d'activités pour vous. L'Igloo Fest, c'est absolument génial. Montréal en lumière, il y a des dégustations, il y a plein de trucs. Mais en même temps, la ville de Montréal dit, ben là, vous pouvez pas, on va complètement couper l'offre de Airbnb, vous pourrez pas vous venir. Alors, je trouve que à la fois, on lance des invitations, mais on leur claque la porte en pleine face. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Dans un premier temps, encore une fois, oui, ça peut être contradictoire. Il faut maintenant espérer, puis on n'a pas encore tout à fait des chiffres là-dessus, si le taux de remplacement d'Airbnb va aller directement. Normalement, non, mais peut-être il va avoir des pertes, mais certainement il va avoir des pertes, mais voir si les hôteliers peuvent contenir la demande touristique. Néanmoins, on sait que ceux qui viennent de loin, ça veut dire ceux qui viennent d'outre-mer, à 31%, Sophie, veulent aller dans les Airbnb, à 31%.
Donc, sur un taux normal de 20%, grosso modo, mais entre les Ontariens, ceux qui viennent des États-Unis et même du Québec, qui peuvent aller à l'hôtel, mais 31% viennent pour rester dans un logement plus grand et ainsi de suite. Donc, nous sommes un peu sur tous les fronts et nous sommes vigilants pour voir comment ce nouveau règlement, comme des plaques tectoniques, va bouger notre secteur en espérant que, de un, les hôtels puissent absorber, de deux, que le rayonnement et la réputation aussi, on travaille fort pour la réputation de Montréal. Donc, qu'on n'aura pas à perdre là-dessus. Bien calibrer aussi la demande et l'offre, ça va être important. Donc, on est vraiment sur tous les fronts pour améliorer ce qui peut être fait. Puis, en attendant la décision finale qui est le 24 mars avec le conseil de ville, on va certainement parler avec la ville pour mieux saisir les enjeux en présence. D'accord. Tu parlais de contradiction, Sophie. Oui, tu parlais de contradiction. Donc, il y a quelqu'un qui se sent contrarié, mais à l'inverse de ce que tu disais, Étienne de la Montérégie, qui dit, moi, je suis d'accord avec Valérie Plante parce qu'on ferme des Airbnb, ça donne 5 000 logements de plus en location à la ville. Il n'y a pas d'entente provinciale au fédéral pour construire quoi que ce soit. C'est 5 000 logements qui se fait en quelques semaines. Il faut savoir faire des choix en société. Donc, c'est pas tout le monde qui est d'accord ou qui est en désaccord même avec la proposition de Valérie Plante. D'accord, mais moi, la question que je veux vous poser, mais t'as un très bon point, en effet, puis on remercie l'auditeur qui dit ça. Par contre, Madame Goya, moi, je veux savoir, quand Valérie Plante a pris cette décision-là, est-ce qu'elle a consulté Tourisme Montréal? Est-ce que vous a prévenu qu'elle s'en allait vers ça? Et est-ce qu'elle s'est assurée que on allait minimiser justement l'impact sur, entre autres, le tourisme d'hiver? La réponse est oui. Nous étions en discussion déjà l'année dernière à partir du mois de novembre, décembre. On savait que la mairesse, puis comme montréalaise, c'est sûr que je ferme pas les yeux à la réalité ambiante. Donc nous avons été consultés et on savait qu'à un moment donné, la mairesse, selon la pression qu'elle a par ailleurs, elle pourrait intervenir là-dedans. Donc à un moment donné, c'est sûr, il faut trancher, il faut prendre des décisions. Mais nous avons été consultés. Puis encore une fois, je salue son ouverture pour nous consulter, pour continuer à travailler avec nous, parce que c'est pas en criant ciseaux qu'on peut tout régler. Puis il faut faire attention aussi au marché parallèle. Qu'est-ce que vous appelez le marché parallèle? Oui. À trop contraindre le marché, on peut avoir un marché parallèle qui, lui, va être peut-être plus confidentiel que celui qui est maintenant. Donc, il faut faire attention. Donc, les inspecteurs, ça, c'est une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, il y avait 4 inspecteurs seulement à Montréal. Donc, maintenant, apparemment, il va y avoir 10. C'est bien. Et les amendes de $1,000 ou $2,000 par nuit, on l'espère que ça va être assez contraignant pour quelqu'un qui veut fauter. À Paris, par exemple, c'est 100 000 euros et tout ça. Donc, il faut aussi calibrer. Il faut vraiment mettre au banc ceux qui sont pas conformes. Ça, nous sommes d'accord. La loi doit être respectée et ça, c'est non négociable. Oui. Parce que ça aussi, ça peut nuire à la réputation de Montréal. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un équilibre qui est pas évident à trouver. On veut que Montréal reste une ville attirante. En même temps, avant toute chose, il faut que les Montréalais aient envie de vivre et les moyens de vivre à Montréal. Donc, on veut pas non plus des prix de loyer qui sont des prix de fou. En même temps, on veut pas non plus, si on a des mesures trop restrictives, là, les gens vont se dire, moi, je veux pas respecter la loi, donc il va y avoir plein de logements faits en dehors de la loi de façon illégale, ce que vous appelez, évidemment, les logements parallèle. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et en même temps, on veut donner le goût aux gens de venir l'hiver. Est-ce que vous pensez, par contre, que le fait que ce soit uniquement, donc, du mois de juin au mois de septembre que les Airbnb vont être permis, est-ce que ça va continuer à aider le tourisme l'été et surtout les événements culturels qui ont en majorité quand même lieu l'été? Mais premièrement, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, on salue quand même le fait que il y a 92 jours
Ouais. d'ouverture pour les plateformes. Ça coïncide avec, comme vous avez dit, les festivals, le Grand Prix aussi, parce que sinon, ça aurait été impossible. Nous avons calculé, s'il n'y avait pas de Airbnb et compagnie, on aurait été en surcharge dans les hôtels de à peu près 104%, donc invivable, Wow. donc impossible d'avoir du monde à Montréal. Bon. Alors, heureusement que quand même la pression va être autant sur les hôtels, c'est bien, mais Airbnb est là aussi pour pallier à la demande. Donc, le 92 jours vous satisfait. Une inquiétude quand même pour le tourisme d'hiver. Pour résumer, Manuela Goya, je rappelle que vous êtes vice-présidente de développement de la destination et affaires publiques chez Tourisme Montréal. Moi, j'ai assez hâte à Montréal en lumière. C'est un de mes événements préférés dans l'année. Donc, espérons que pour les années à venir, il n'y aura pas trop d'impact parce que c'est un événement vraiment chouette. Merci beaucoup, Madame Goya. Merci à vous, Sophie. Au revoir. Merci. Bon week-end. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, vous avez peut-être vu cette histoire. C'est un scoop de nos collègues du journal Le Soleil. Plus de 60 000 $ pour nettoyer les vitrines de la SAQ parce qu'il y avait des autocollants qui avaient été apposés dans les succursales pendant la négociation de la convention collective. J'avais envie de parler de ce dossier-là avec Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Éric, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour, Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on fera pas semblant, donc on va se tutoyer, j'espère que ça choquera personne. Éric, t'as écrit il y a quelques années de ça un essai percutant sur la Société des alcools du Québec et sur notre monopole. Quand t'as vu ces chiffres-là des collègues du Soleil qui ont eu accès avec la loi d'accès à l'information, ça a été quoi ta première réaction? Étais-tu surpris? Non, je n'étais pas surpris, c'était pas encore, parce que c'est pas la première fois que ça se produit, hein. Pratiquement à chaque conflit, même des fois, ça a été plus que 63 000 $ que les contribuables ont dû déverser là, pour du vandalisme syndical. Et c'est ça qui est déplorable, hein. Je l'avais même fait au mois de septembre, j'avais même affiché là, des photos sur les réseaux sociaux. Là. C'était carrément... Pensez à n'importe quelle entreprise privée où il y a dans un commerce de détail, là, des employés décideraient de faire ça. On empêchait les clients de voir de quel pays était l'origine du vin. Devant les vitrines, on cachait des bouteilles avec des collants sur des revendications syndicales. Puis ça n'a rien à voir avec si vous êtes pour ou contre les revendications, là, parce que même moi, il y a des affaires que le syndicat revendique avec lesquelles je trouve qu'ils ont un certain fondement. Cela étant dit, dans quel autre commerce est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va écœurer les clients, puis où est-ce qu'on va vandaliser ce qui appartient à l'entreprise pour essayer de faire avancer sa cause au niveau des négociations collectives? C'est absolument inacceptable. Ce qui est encore plus inacceptable, Sophie, c'est que le 63 000 $ que ça va coûter pour nettoyer parce qu'il y a des cochons qui ont collé des collants un peu partout dans les succursales, bien, il y a la moitié de ce montant-là qui va être payé par les contribuables. Et c'est ça qui est dégueulasse dans toute cette histoire. Oui, parce que, donc, selon ce qu'a appris Le Soleil, donc, la facture va être partagée en deux entre le SEMB, donc le syndicat des employés, et la SAQ. Donc, c'est notre argent à nous. Donc, en plus de s'être fait écœurer, je pense que ça a vraiment écœuré beaucoup de monde pendant tous ces mois-là. En plus d'avoir été écœuré, en plus, on est obligé de payer pour les frais de nettoyage. T'as utilisé un mot, évidemment, on connaît ta verve et on connaît ton utilisation du vocabulaire. Éric, t'as dit que c'était des cochons qui avaient fait ça. C'est pas un petit peu fort, un petit peu exagéré quand même de traiter des syndiqués qui revendiquent quand même simplement des meilleures conditions de travail, de les traiter de cochons, Éric? J'aurais pu les traiter de vandales, Sophie, peut-être que ça aurait été plus précis. Mais c'est carrément des gens qui agissent et qui salissent le bien public délibérément, strictement pour des raisons syndicales, qui s'attaquent aux clients, puis qui s'attaquent aux succursales. C'est le bien public, là, une succursale de la SAQ. Là, ces panneaux-là, là, c'est nous qui les avons payés. Le fait que c'est écrit le pays d'origine, d'où provient le vin qu'on veut consommer, c'est de l'information qui est pertinente quand on est en succursale. Mais eux utilisent ça pour mettre des collants, pour vandaliser, pour faire revendiquer leur cause syndicale. Ça a plus sa place. Je comprends qu'il y a été peut-être une époque là, où c'était une façon de procéder, là,
mais j'ai l'impression qu'il y a encore des dinosaures dans les syndicats qui agissent comme à une époque qui est révolue. Puis on le voit avec ça, mais on le voit aussi avec tout le travail d'enquête qui a été fait par Québécois ces derniers jours, là. Toutes les factures de la FTQ Construction, ça va dans le même sens. On a l'impression que c'est des gens qui sont d'une autre époque. Ils sont dinosauresques. Ils agissent pas en fonction des mœurs puis des valeurs d'aujourd'hui. Et c'est ça que je dénonce. C'est pas acceptable. C'est qu'on prenne de l'argent sur les cotisations syndicales obligatoires des membres pour se payer des steaks à 90$ ou pour vandaliser le bien public, payer des collants, puis pour qu'ensuite les contribuables soient obligés de payer pour les décoller. Ce n'est plus acceptable en 2025 au Québec. C'est ça le message qu'on doit envoyer haut et fort aujourd'hui. Mais tu proposes quoi, Éric? Parce que c'est drôle quand même, c'est assez ironique, parce que tu avais en effet, il y a quelques années, écrit ton livre sur la SAQ. La SAQ pousse le bouchon, mais tu as aussi écrit un livre sur les syndicats. Donc, c'est un petit peu tes deux têtes de tête de Turc. Je sais pas si on a le droit de dire ça encore, tête de Turc. Mais tu proposes quoi à ce moment-là? Qu'on donne moins de pouvoir aux syndicats? Parce que les gens de la FTQ Construction, là, qui se sont payés des bouteilles, des verres, même pas des bouteilles, des verres de scotch à 55$, ça prend toujours bien quelqu'un pour représenter les employés de la construction. Alors, il fait quoi? On les remplace par de l'intelligence artificielle? Ben, d'abord, que quelqu'un se paye un scotch à 100$ le verre, j'ai rien contre ça s'il paye de ses poches. Le problème, c'est que au Québec, on oblige les travailleurs à verser des cotisations syndicales. On est un des endroits, Sophie, où les syndicats ont les meilleures conditions au monde. En tout cas, certainement les meilleures du continent. D'ailleurs, on va relier ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'actualité, là. Il y a 3500 Québécois qui ont perdu leur travail chez Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a un entrepôt à Laval qui emploie 200 personnes, qui a décidé de se syndiquer, puis Amazon ne veut pas créer un précédent. Mais pourquoi les syndicats de partout en Amérique du Nord ont choisi le Québec pour essayer de faire une percée? Parce qu'on a les lois les plus pro-syndicats du continent, parce qu'on a les lois les plus anti-investisseurs, les plus anti-entrepreneurs du continent. Et c'est ça qui doit changer. Puis c'est pas normal qu'on laisse des syndicats cochonner des succursales de la SAQ ou qu'on les laisse prendre l'argent des contribuables qui sont obligés de donner les travailleurs, puis de commencer à se bourrer à la face dans des buffets ou dans le scotch. Il y a quelque chose qui est plus acceptable. Ce que je propose, c'est pas compliqué, là. Les syndicats, d'abord et avant tout, doivent faire preuve de transparence. Ça veut dire qu'il faut que les états financiers soient accessibles, comme c'est le cas dans un paquet d'États aux États-Unis, même dans des provinces au Canada. Ça, c'est hyper important. Donc, transparence numéro 1. Puis, tu proposais autre chose, c'était quoi, à part la transparence? Bien, à part la transparence, c'est de ne jamais plus tolérer qu'en succursale, dès qu'ils vont vouloir vandaliser le bien public, mais il faut appeler la police. Moi, si toi puis moi, là, Sophie, on se présente dans un magasin, puis on commence à acheter de la peinture sur ces murs, ou si on commence à installer des collants permanents pour essayer de vandaliser une boutique, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est sûr et certain qu'il y a un policier qui va arriver et qui va nous prendre par le collet. Mais c'est la même chose qui doit se produire avec les employés. Pas parce qu'ils sont syndiqués qu'ils ont des droits privilégiés et qu'ils sont au-dessus des lois. Ouais. Écoute, il nous reste 1 minute, Éric. Je veux quand même t'entendre parce que cette semaine, on sait que l'Ombudsman de Radio-Canada a blâmé Patrick Masbourian au sujet... Moi, Sophie, je t'entends pas très bien parce que je t'entends comme une voix par-dessus toi. Ah, OK. Est-ce que... OK, là, je t'entends. Là, ça va mieux? OK. Moi. Alors, je voulais t'entendre parce que cette semaine, l'Ombudsman de Radio-Canada a blâmé partiellement, mais Patrick Masbourian pour une entrevue assez serrée qu'il avait faite avec Haroun Boisy. Toi, il y a quelques années, t'étais passé en entrevue avec Marie-Louise Arsenault. Il y a des gens qui ont déposé des plaintes à l'Ombudsman. L'Ombudsman n'a pas retenu ces plaintes-là. Comment t'as réagi quand t'as vu l'affaire de Haroun Boisy versus Masbourian? J'étais déçu, mais pas surpris de la part de Radio-Canada parce que c'est pas la première fois que Radio-Canada, le jupon dépasse, puis que c'est une espèce de 2 poids, 2 mesures, puis que la société d'État se porte en grande défenseur là, de la gauche et du wokisme. C'est très, très décevant. Là. Honnêtement, l'entrevue, je l'ai réécoutée. C'était pas... je pense que toi puis moi, on a déjà fait des entrevues plus corsées que ça, là. Et c'était dans un contexte, en plus, où le député le méritait, là. Il avait insulté l'ensemble des Québécois, l'ensemble des parlementaires québécois. Il nous a accusés à mots couverts d'être des racistes. Je veux dire, le fait qu'il pose des questions puis il demande de s'excuser, je pense que c'était là, relativement gentil de la part de M. Masbourian. Pour ce qui est de Marie-Louise Arsenault, c'était effectivement il y a un peu plus d'1 an.
Écoute, c'était une entrevue très, très hostile, là, puis c'est correct, j'en ai déjà fait, puis je suis capable d'en prendre. Mais ce qui m'a écœuré dans cette entrevue-là, c'est que madame, c'était une étude pour tenter de discréditer les conservateurs québécois. Et lorsque je l'ai challengée sur le contenu de l'étude, elle n'était pas au courant parce qu'elle n'avait pas lu l'étude. Voilà. Et donc normalement, ça aurait mérité un blâme. Ouais, il reconnaît ça, mais il la blâme pas. C'est quand même assez spécial. Donc, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures selon qui est interviewé ou pas à Radio-Canada, selon que t'es QS ou que t'es le Parti conservateur? Éric Duhem, merci beaucoup. À la prochaine chicane. Va prendre une bouteille à la SAQ en fin de semaine. Je suis sûre qu'ils vont t'adorer. Les syndiqués vont t'aimer. Tu les as traités de cochons. Bravo, Éric. Non, Sophie, ça va bien aller. Les gens qui ont vandalisé le bien public de cochons, c'est pas tous les employés. C'est important. La nuance est importante. Rigueur. Merci beaucoup, Éric. Merci, Sophie. Bon week-end. Bon week-end. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Il y a des histoires d'une tristesse incroyable qu'on entend depuis quelques jours. Beaucoup de gens qui témoignent dans les médias. Je pense entre autres à Geneviève Evrel. Des gens qui racontent que les proches aidants qui accompagnent des gens qui sont atteints du cancer, des proches aidants donc ne peuvent pas suivre leurs proches qui doivent subir des traitements pour le cancer. C'est une situation totalement crève-cœur, totalement inacceptable, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec Chantal Tardif. Elle est présidente et cofondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Oui, c'est un organisme qui existe, très important. Madame Tardif, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Vous m'avez écrit aujourd'hui et vous avez bien fait pour nous sensibiliser à ça. On va peut-être commencer par votre histoire à vous. Vous êtes proche aidante, votre conjoint atteint d'un cancer depuis 10 ans. Oui. Ça représente quoi quand on est proche aidant de quelqu'un qui a le cancer? Premièrement, vous savez, vous vous rappelez de la publicité il y a peut-être une vingtaine d'années où quand le patient venait avec un cancer, on partait tous par en arrière. C'est comme si la vie s'arrêtait. Ma vie s'est arrêtée en mars 2015 quand mon chum a appris à 42 ans qu'il avait un cancer incurable qui s'appelle le myélome multiple. 42 ans incurable. Excusez-moi, ouais. Moi-même, je suis renversée par en arrière. Oui, effectivement. Fait que là, tu sais, Dr. Google, on va voir ce que c'est, on va voir les effets, puis bon, on pogne panique assez rapidement. Puis, avec le fil du temps, on s'informe, on demande un deuxième avis. On a eu une greffe de cellules souches, de ses propres cellules, en 2016 au l'hôpital Juif à Montréal. Et par la suite, vu que ça a tellement bien guéri, ils l'ont envoyé sur un projet de recherche au HMR à Maisonneuve-Rosemont parce qu'il y avait un nouveau projet de recherche pour des cellules de donneurs qui étaient non apparentées. Alors, mon chum, lui, a maintenant des souches allemandes. Et je vous dirais que depuis 8 ans, on va toucher du bois. Ça va super bien. Mais ça... Mais quand même, vous continuez quand même, évidemment, en tant que proche aidante, proche aidante un jour, proche aidante toujours, et vous êtes donc à la tête de cet organisme-là. Vous m'avez écrit aujourd'hui pour me dire, écoutez, Madame Durocher, il faut sensibiliser aux gens à ce qui se passe en ce moment. Alors, je vous laisse parler, puis ma collègue aussi, Cybèle Olivier, on a lancé l'invitation aux gens en début d'émission en disant, si vous avez des témoignages, racontez-les-nous. Alors, on va commencer avec vous, Madame Tardif, puis ensuite, on va aller aux questions de nos auditeurs. Écoutez, j'ai parti cet organisme-là il y a, on va avoir 2 ans, là, dans quelques semaines, pour le simple but que moi-même, j'étais pas reconnue comme proche aidante dans le système de santé. Il y a des fois où je me suis cassée. Il y a des fois où je me suis fait dire, parce que mon chum, à un moment donné, a fait des abcès au cerveau, donc il a perdu 3 jours de sa vie. J'ai été obligée de le réanimer. Et j'allais voir le médecin pour dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe, l'évolution, tout ça. Puis on me répondait, t'es pas ma patiente, je veux même pas te parler. Voyons donc! Ouais. Avec mon front de bœuf. Je capote. Oui, non, vous m'avez l'air d'avoir un front de bœuf, Madame Tardif, mais moi j'aime ça des femmes comme vous, là. Ouais, donc. Puis j'ai fait comme, les gens qui ont pas mon front de bœuf, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent de bord avec leur petit bonheur, fâchés, tristes, peinés, anxieux, je sais pas. J'ai fait non. Je retourne à l'université, donc je viens de terminer mon bac après 5 ans. J'ai fait un bac Bravo.
parce que je voulais aller chercher tous les cours dans les sphères possibles et impossibles pour aider les gens. Et puis, j'ai parti l'organisme avec Catherine il y a 2 ans. Parce que Catherine aussi avait perdu son conjoint d'un cancer du côlon. Son conjoint avait 31 ans à l'époque. Et on a été comme vraiment un peu comme irrités dans le système de santé. Vous savez, à ce moment-là, c'était juste le début de la COVID. Ouais. Et à un moment donné, ma fille qui était au cégep a dû choisir entre la santé de son père, puis son cours de volleyball, puis sa cote R, parce qu'elle rentrait à l'université dans un programme contingenté. Fait qu'elle devait savoir est-ce que j'ai un échec, puis je scrape ma cote R, ou je vais prendre la santé de mon père en considération. C'est inhumain, ça a juste pas de bon sens, là. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. Les gens ont pas les pieds dans nos souliers. C'est facile de dire des choses que comme on dérange, on prend trop de place, les mesures sanitaires, il y en avait avant la COVID, puis ça allait super bien, là. Fait que oui. lâcher la COVID, là, ça suffit. C'est ça. Ce que je comprends, c'est parce que dans la lettre que vous m'avez écrite, vous dites les mesures qui ont été mises en place pendant la COVID sont toujours en vigueur. Ça suffit. En effet, à un moment donné, il faut aussi, et c'est le message que lançait Geneviève Evrel plus tôt cette semaine, il faut tenir compte des éléments affectifs qui sont parfois qui aident à la guérison. Donc je me tourne vers Cybèle. Il y a des gens qui nous ont écrit pour témoigner de leur expérience personnelle. Ouais, une personne en particulier qui racontait que malheureusement elle-même a eu un cancer des ovaires en 2022. Donc des opérations de 10 heures, traitement de chimiothérapie qui durait 8 heures et elle n'avait personne pour l'accompagner. Elle dit je conduisais ma voiture seule, aller retour, il y avait pas de bénévolat qui m'a été offert gratuitement. Il me demandait $150, ça me coûtait $150 aller-retour, ou c'est ce que j'aurais dû payer. J'avais pas les moyens pour cette dépense-là. Ça n'a pas été facile de vivre tout ce parcours seul. Alors, imaginez quand vous arrivez dans les hôpitaux comme ça, parce qu'au début de la semaine, ce qu'on a appris, et là, je sais pas c'est quoi les vérifications qui ont été faites depuis ce moment-là, mais le CHU de Québec, l'hôpital Pierre-le-Gardeur, l'hôpital du Saint-Sacrement, l'hôpital de Chicoutimi, à tous ces endroits-là, on ne pouvait pas être accompagné parce que, comme vous le disiez, Madame Tardif, les règles n'ont pas changé depuis la pandémie. Donc, pourquoi ça n'a pas changé encore, là? J'espère que là, les hôpitaux vont se raviser. Oui. Madame Tardif, dans votre lettre, vous mentionnez aussi, par exemple, à Saint-Jérôme. Imaginez-vous donc, le proche aidant doit être sur une liste pour accompagner le proche. Voyons. J'ai un proche aidant qui m'a appelé la semaine dernière en disant, je pouvais pas rentrer avec mon conjoint parce que j'étais pas sur la liste dans son dossier comme proche aidant. Voyons. Aujourd'hui, demain, ça peut être votre fille, votre voisin qui accompagne votre conjoint, tout dépendant de votre disponibilité, tout dépendant de votre état de santé. Comment ça, il faut faire une liste de proches aidants? Ouais, on peut être humain en quelque part, puis essayer de comprendre ce que ces gens-là vivent, l'anxiété, la peur qu'ils vivent. Puis j'ai toujours dit, le patient, le proche aidant et l'équipe médicale, on doit être une équipe. On doit tous travailler ensemble. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison, mais je veux vous entendre aussi sur tous les bienfaits que ça procure, toute la différence que ça fait quand il y a un proche aidant versus quand il n'y en a pas. Ce que ça change dans la vie du patient. Dans la vie du patient, ça change que le niveau d'anxiété va baisser. Hein? On sait, le proche aidant est là, on sait qu'on a une zone de confort, on est dans notre bulle de protection, on a comment je peux dire ça? Sont pas inquiets de ce qui va se passer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être là aussi pour entendre ce qui se dit, pour prendre des notes, pour le fait de guérir. Moi, mon chum, il m'a toujours dit, si t'avais pas été là, j'aurais pas pu prendre le temps, moi, de guérir parce que toi, tu t'occupais de tout ce qu'il y avait autre. Ouais. J'ai la misère à croire qu'il y a des patients qui ont pas de proche aidant ou qui se font refuser leur proche aidant. Ça leur ramène à un niveau de stress énorme. Ça les rassure. Oui. Puis je vous dirais aussi, des fois, le patient ça fait énormément d'informations à absorber. Il faut que vous reveniez dans 3 mois, il faut que vous fassiez une prise de sang, puis tout ça. Le patient lui-même, là, il est dans sa douleur, puis il est dans sa peine, puis il est dans sa maladie. Ça prend quelqu'un à côté pour prendre des notes. Hein. Juste prendre des notes, un crayon et un papier, noter ce que le dit le médecin, parce que, par exemple, quelqu'un qui reçoit un diagnostic, il est tellement sous le choc, il est tellement assommé, il n'y a pas la présence d'esprit de prendre un crayon. Juste prendre un crayon, un papier, puis noter des dates de rendez-vous, ça peut servir à ça aussi, un proche aidant.
Vous avez raison, parce que souvent, il y a des patients qui me disent, au moment où j'apprends le diagnostic et au moment où j'apprends le mot juste de mot cancer, mon cerveau s'arrête là. Je focus sur ce mot-là et je n'entends plus rien. Mais la personne qui m'accompagne, je sais qu'elle va être là pour capter toute l'information possible, pour pouvoir me guider par la suite, puis pour pouvoir m'aider dans ce chemin-là qui, on le connaît pas, là. On devient pas proche aidant du jour au lendemain. On n'a pas de proche aidant 101 pour les nuls, là. Fait que c'est vraiment... J'aimerais ça. Je pense que je vais en créer un, finalement. On va l'écrire ensemble, parce que là, vous venez me chercher parce que, c'est sûr que ça brasse des souvenirs. Oui, Dieu merci, aujourd'hui, mon chum va mieux, mon chum va bien, puis il y a plus de présence de cancer, mais c'est tout frais, hein, ça vient me chercher, excusez-moi. Mais, là, j'en ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est des animatrices, des animateurs, mais on est des humains avant tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé l'image. Tout à l'heure, vous cherchiez un petit peu comment l'image du proche aidant, puis m'est venue la chanson des Cowboys fringants. Mets ta tête sur sur mon épaule pour que ton amour me frôle. Je pense que c'est ça un proche aidant. Puis je comprends pas que dans le milieu de la santé, ils comprennent pas l'importance de l'épaule. Oui. Mais ils comprennent l'importance de on tient avec la broche, par exemple. On a-tu des tie wraps après nous autres, hein? Et tabarouette qu'on tient avec la broche solide. Mais oui, effectivement, ils ne le comprennent pas, puis je comprends pas pourquoi ils sont pas capables de saisir cette humanité-là. Tu sais, le proche aidant, là, quand ils ont besoin de nous pour faire des soins ou pour s'occuper du patient à la maison, et voilà. pour faire des traitements, hey, on est-tu présent, hein? Mais quand ils n'ont pas besoin de nous parce qu'on dérange ou qu'on pose trop de questions, c'est facile de sortir des expressions farfelues de la sorte que vous prenez trop de place, les mesures sanitaires, non, attendez, là. On fait une équipe. On peut-tu se faire respecter là-dedans? Absolument. Alors, c'est important de dire que vous avez une rencontre prévue avec le président du Collège des médecins pour discuter de la situation, parce que eux aussi trouvent que c'est une situation inacceptable. C'est quand cette rencontre-là? Lundi à 1h. Bon, savez-vous quoi? Moi, j'aimerais ça. Hey, je vous aime, Madame Tardif, j'ai le goût de vous adopter. Moi, ça prend plus de femmes avec du front tout le tour de la tête comme vous. Je te dis que ça se passerait au Québec, là. Hey, Madame Tardif, Premier ministre, là, je te dis que way, ça embrayerait. Non, ça vous tente pas? Ministre de la Santé, on peut-tu s'entendre là-dessus? Ça va pas assez vite pour moi au ministère. Je vais pas les nerfs. Mais donc, après votre rencontre, là, peut-être que vous pouvez pas m'appeler parce que, mettons que la rencontre est à 1h, à 2h, c'est peut-être trop tôt. Mais tenez-moi au courant, s'il vous plaît. C'est un dossier qui me touche beaucoup et qui touche beaucoup nos auditeurs, nos auditrices. C'est vraiment quelque chose qui est venu chercher les gens. Les gens sont très fâchés de la situation. Alors, s'il vous plaît, tenez-nous au courant dès que vous avez eu cette rencontre avec le Collège des médecins. Si on fait front commun, on va pouvoir justement faire débloquer la situation. Je rappelle que vous êtes Chantal Tardif et que vous êtes présidente et cofondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Oncologie, long, là, c'est un mot... C'est long, hein? Pardon. Ouais, c'est long, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Oncologie, c'est juste un mot bien compliqué pour dire le cancer. Merci beaucoup, Madame Tardif. C'est bon, bonne fin de journée. Maudit cancer. Wouch, wouch. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, tous les vendredis, on fait une petite revue de l'actualité culturelle avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick. Bonjour, Patrick. Patrick, est-ce que tu es là? Écoute, oui. Cybèle, oui. Tu es là, mais je ne te Comme un vois fantôme. pas. Ah, voilà, enfin, bon. Alors, là, t'es quoi? T'es au chalet ou t'es dans ton bureau? Je suis dans mon Pardon? bureau, mais j'ai mon look Igloo Fest. J'ai ma tuque Igloo Fest sur la tête parce que j'ai eu très froid hier. D'accord. Je sais pas, peut-être juste replacer pour qu'on voit ton visage, parce que là, pour l'instant, je vois juste un petit bout de ton de quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, bref, bonjour Patrick. Voilà, exactement. Patrick, donc, tu as assisté hier à Igloo Fest. Moi, j'avoue que aller se faire geler le mortempion dehors, c'est pas mon style, mais c'est super populaire.
Ben, on dit que c'est le festival le plus froid au monde. Et effectivement, je dois t'avouer qu'hier, moi, ça prenait vraiment Bon Entendeur, qui est ce duo de DJ français, pour que je me déplace. Et même jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, hey, il y a -20, facteur 20, facteur 20, -27. Est-ce que ça me tente? Facteur 20, oui, c'est ça. Le facteur 20, peut-être. Igloo Fest. Ouais, c'est ça. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont des petits flasques dans leur manteau, comme ça. J'espère. Et finalement, je suis allé, et honnêtement, j'ai pas eu froid, Sophie, parce que c'est tellement une ambiance extraordinaire. J'ai parlé à un des organisateurs de ce festival-là, Nicolas Cournoyer, puis il me disait, notre but, justement, c'est de sortir les gens de leurs pantoufles et de leurs couvertes pour les amener à célébrer l'hiver. Et donc, vraiment, l'ambiance est magique. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est souvent complet, les soirées de Igloo Fest. Les gens en redemandent. Hier, Bon Entendeur, c'était fantastique. C'était vraiment on célébrait l'hiver. Et moi, je déteste l'hiver. Et j'ai eu du fun dans cette soirée-là. Donc, je pense que le but des Igloo Fest, c'était de nous amener à aimer l'hiver. Et je pense que ça fonctionne un petit peu au point où le festival s'étend maintenant pour la première année à Gatineau. En ce moment, ça commence très bientôt. Et à Québec. Et on vise l'Ouest canadien éventuellement. Donc, c'est un beau festival qui prend de l'expansion et qui nous apprend à aimer le froid. Ouais, ben en tout cas, moi je repasserai, mais je suis très contente que ce soit toi qui sois allé faire geler le Mortempion. Non, l'année prochaine, je vais haïr l'hiver à peu près autant que cette année, si ce n'est plus, parce que tu sais, plus on vieillit, plus on veut être tranquille dans nos pantoufles. Par contre, je veux t'entendre sur Bon Entendeur, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent qu'ils disent cette affaire-là, jamais entendu parler d'eux. Ils sont connus, entre autres, parce que, en fait, de son vivant, Stéphane Venn était venu nous en parler ici à l'émission à Cube, parce que lui était très content d'avoir des droits d'auteur, parce qu'à chaque fois que Bon Entendeur faisait jouer leur version du Temps est bon, évidemment, Stéphane Venn faisait un petit peu de droits d'auteur. D'ailleurs, il s'en était rendu compte, à un moment donné, il recevait comme des redevances, puis il savait pas d'où ça venait. Puis là, il s'est rendu compte que sa chanson avait été reprise par Bon Entendeur. Donc, on va écouter un petit extrait de la version Bon Entendeur d'un classique de la chanson québécoise du regretté Stéphane Venn, Le Temps est bon. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Alors, je pourrais dire, tu sais, dans quelques années, mettons dans 10 ans, Cybèle Olivier va être hyper connue, là, ça va être une vedette de la télé, et je pourrais dire qu'un jour, j'ai chanté du Stéphane Venn avec Cybèle Olivier. Si jamais je vais à chanteur masqué, je chante. Je vais chanter, fait que pas la question. Mais non, mais pourquoi pas? Mais ce que je trouve chouette, prenons quelques instants pour en parler, c'est que, moi, je vous dirais pas mon âge, mais toi, t'as 26 ans, Cybèle, et donc, ça veut dire que grâce au DJ Bon Entendeur, il y a toute une génération, ta génération, absolument, qui a découvert cette toune-là. Avant ça, tu la connaissais pas, cette toune-là. Non, et ce qui est le fun, c'est qu'après l'avoir découvert par Bon Entendeur, je me suis intéressée à l'origine. Puis je pense qu'il y a beaucoup de DJ comme ça qui reprennent des classiques. Après ça, on se dit, mais l'original, elle est excellente aussi. Donc oui, c'est un mélange de culture qui est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, tu sais, mettons, moi, mon fils, il a 17 ans, des fois, il m'arrive puis il dit, « Maman, c'est donc ben bon Pink Floyd. » Puis là, je suis là, oui, tu mon connais petit. ça, maman, Pink Floyd? Tu connais? Ou alors, il m'arrive avec, je sais pas, moi, un groupe de New Age, de New Wave, pardon, un truc des années 90 ou peu importe. Tu sais, des fois, tout ce qui est vieux, à un moment donné, revient à la mode. Et mais c'est vrai que le fait d'être réinterprété par des DJ, et donc, Bon Entendeur, quel drôle de hasard, va être aux variétés de Star Academy dimanche, ce qui nous permet de parler un petit peu de Star Academy, Patrick, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que le corps professoral est très sévère. D'après toi, trop sévère, pas assez sévère, juste assez sévère? Moi, je te dirais juste assez sévère. J'en ai parlé avec Garou dimanche, parce que je suis à Star Academy les dimanches. Ouais. Garou, vous êtes plus sévère cette année, puis c'est volontaire. Et moi, j'ai toute Star Academy, et je trouve intéressant, c'est, tu veux chanter avec Pierre Lapointe, ben tu passes en une audition, et à partir de là, on va voir lequel des trois est le meilleur pour chanter avec Pierre Lapointe
Donc, c'est moins tout cuit dans le bec et quand c'est pas bon, c'est pas bon. On peut voir Véronique Distad grimacer. Il y en a une qui chante trop haut, 2 tons trop haut. Ben, elle le sait, ben, on lui dit de descendre de 2 tons. Ça fait en sorte que c'est plus intéressant. Et aussi, c'est que ces jeunes talents-là vont apprendre, sont là pour apprendre et sortir de leur zone de confort. Ben voilà. Et donc, moi, je suis entièrement pour ça. Je trouve que de les brasser, qu'ils doivent... tu sais, cette année, là, ils ont des bulletins. T'sais, à chaque semaine, ils ont une note et tout. Il n'y a pas ça avant. Cette année, ça veut pas dire parce que Bon Entendeur est là, tu vas chanter avec Bon Entendeur. Faut que tu mérites ta place et tout. Donc, moi, j'aime ça parce que c'est quand même un concours de talent. Et donc, il faut prouver qu'on a ce qu'il faut pour chanter. Donc, comme ce week-end avec Pierre Lapointe ou la semaine dernière avec Claude Dubois, il y en avait 2 qui étaient en duo avec lui. Donc, avec Romy. Es-tu bonne, Romy? Ouais. En tout cas, moi, j'ai juste une chose à dire. À bon entendeur, salut. La comprenez-vous? Ouais, es-tu correct, ma blague? Wow, écoute, je pense que c'était un certain calibre qu'un vendredi après-midi n'était pas de mon niveau. Je suis désolée. Ben là, pour ça. si t'es pas capable de suivre, là, c'est plus mon problème. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. On salue quand même la petite jeunesse qui trouve que ça va trop vite le vendredi. Envoie donc, Cybèle. C'est la fin. Merci à André-Sylvain Latour. Merci aussi à Philippe Séguin. On se retrouve lundi. Kid.